Je remercie aussi le comité d'organisation de m'avoir accordé cette chance d'être parmi vous cet après-midi. Et un autre et dernier remerciement, c'est pour vous, parce que je fais le tour de la région, de l'Asie, de l'Afrique, mais je n'ai jamais vu à 17 h de l'après-midi une salle si pleine. Merci pour votre intérêt, vous intéresser à cette session. Donc, permettez-moi de me présenter en une slide. Je m'appelle Selim Badur, comme le président avait dit. Donc, je viens d'Istanbul, de Turquie. J'ai commencé ma carrière académique à l'Institut Pasteur de Paris et j'ai terminé ma carrière à l'Université d'Istanbul comme directeur du département de virologie et d'immunologie fondamentale. Et il y a 3 ans, donc, j'ai venu rejoindre le JSK Vaccine, comme je travaille actuellement à plein temps dans cet laboratoire. Donc, je suis responsable des pays d'Asie, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et cela, c'est pour ce que nous appelons dans le laboratoire Above Brand. Donc, je ne parle pas des produits. Je travaille surtout sur les projets concernant comment lutter contre les mouvements anti-vaccins et la valeur des vaccins. Et aujourd'hui, je voulais partager un nouveau concept. Pourquoi ce sujet? Donc, permettez-moi de commencer avec ce slide. Étant pédiatre, vous savez tous mieux que moi l'importance des vaccins, mais d'autre part, nous savons qu'en vérité, les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, vous savez tous très bien, mais il existe aussi une variation importante entre les individus concernant la réponse immunitaire vis-à-vis des vaccins. Et la réponse immunitaire, donc on peut dire en une phrase que c'est un phénomène assez complexe, contrôlé par de nombreux facteurs. Donc j'ai préparé ce plan pour cette présentation, commençant avec une seule slide. Je vais parler juste un petit rappel sur la valeur des vaccins et le problème global concernant la réticence vaccinale. Comment on peut installer la confiance au vaccin, juste en disant la vérité. L'échec vaccinal, quand le vaccin ne marche pas, il y a différents mécanismes. Et là, je veux concentrer et je vais terminer avec les conclusions. Donc, une seule slide, comme je vous ai dit, concernant l'importance de la vaccination dans le monde entier. Donc, c'est la définition de l'OMS. Seule l'eau potable peut rivaliser avec les vaccins en sa capacité à sauver des vies. C'est-à-dire, on savons tous qu'en vaccinant les enfants, on empêche le décès de plus de 2 millions d'enfants. Donc, à part l'impact direct, il y a l'impact indirect aussi concernant le côté économique de la vaccination. Par contre, nous savons tous aussi qu'il y a par an plus d'1,5 million d'enfants qui sont morts par des maladies, dues aux maladies évitables par la vaccination. Et dans ce groupe de maladies, nous savons tous qu'à peu près 60-65% c'est dû aux diarrhées, à rotavirus ou bien les infections pneumococciques. Donc il y a des choses à faire dans ce domaine-là. Et nous savons aujourd'hui, globalement, il y a 2 groupes distincts qui ne reçoivent pas le vaccin. Le premier, ceux qui ont des problèmes d'accès au vaccin. La plupart du temps, ce sont des raisons économiques qu'on essaie de résoudre par des institutions internationales indépendantes comme Gavi, UNICEF. Et d'autre part, il y a ce qui se passe dans les pays surtout développés, qui ont accès au vaccin, mais qui refusent de s'en servir. Donc, il y a 2 groupes différents qui n'arrivent pas à recevoir le vaccin. Alors, vous savez tous les arguments que les parents disent pour ne pas se vacciner ou bien vacciner leurs enfants, commençant par les sous-estimations des dangers des infections. Ils disent que, dû au vaccin, ces maladies n'existent plus, donc ça ne vaut pas la peine que je vaccine mon enfant. Il y a des idées fausses et les craintes comme l'effet indésirable du vaccin, dû à différents contenus du vaccin, commençant par les adjoints. D'autres qui disent que les vaccins sont responsables des maladies auto-immunes comme l'autisme ou sclérose en plaques, ou bien certains, ça je ne comprends pas, je connais l'importance de la vaccination, mais je n'ai pas eu le temps d'amener mon enfant pour faire vacciner. Ça existe aussi dans les pays développés. Donc, dû à tous ces arguments-là, juste permettez-moi de vous montrer un exemple concernant la rougeole. Ce sont les cas de rougeole en Europe. Donc, en 2015-2016, on voit on supprime quasi la totalité des cas de rougeole, mais dès 2017,
2018-2019, ça continue à augmenter le nombre des cas de rougeole. Et nous savons tous qu'en 2019, par exemple, il y a plus de 95 000 cas de rougeole dans les pays européens. Alors, les points importants à propos de la lutte contre la réticence vaccinale, nous savons la définition de l'hésitation face à la vaccination, qui signifie l'acceptation tardive ou le refus de vaccin malgré l'offre des services d'immunisation. Nous savons tous l'importance du social media, Internet, Facebook ou Twitter, mais dans toutes les enquêtes, on voit que le personnel de santé demeure la source d'information la plus fiable, et cela dans tous les pays, quel que soit le niveau économique. Lorsqu'on parle de vaccination, donc, personnel de santé, quand il parle avec les parents réticents, les faits et les chiffres ne suffisent pas. Dire que, voilà, il y avait très peu de cas de rougeole en Europe, ils sont montés à 95 000 cas, ça ne signifie pas grand-chose aux parents. Et l'OMS conseille de raconter des histoires, de présenter dès le départ la vaccination comme l'approche par défaut, de se concentrer sur les bienfaits de la prédiction et d'être honnête. D'être honnête, parler de son cas, comment il se vaccine, comment il vaccine ses enfants, et établir une relation de confiance avec les parents. Donc, dans ce cadre-là, je veux donner un seul exemple concernant une des questions posées par les parents. Les parents peuvent poser aussi cette question. Mon enfant, peut-il avoir la maladie même après avoir reçu le vaccin? Alors, on peut répondre en disant que cela n'arrive pas souvent. Plus de 95% des enfants développent une immunité assez forte vis-à-vis de l'agent qui concerne le vaccin. Les symptômes sont plus légers chez les enfants d'après les doses rappel et les raisons de la non-réponse. On peut parler de la réponse, des raisons de la non-réponse pour être assez honnête avec les familles. Donc, quels sont les facteurs influençant la réponse immunitaire à la vaccination? Commençant par des facteurs comme la nutrition, ce qui lie le microbiote et l'efficacité vaccinale, les facteurs périnatals comme l'existence des anticorps maternels, allaitement ou mode de naissance, mais aussi les facteurs extrinsèques comme l'usage des antibiotiques ou les infections précédentes, les facteurs intrinsèques comme l'âge, le sexe, les facteurs comorbides, aussi le schéma vaccinal, l'administration d'autres vaccins, type du vaccin, dosage, stress, usage d'alcool, du tabagisme, mais aussi, il faut ajouter sur cette liste, les variations génétiques dans les gènes immunomodulateurs. Et c'est là que je vais parler durant ma présentation. Donc, si on fait un schéma concernant les raisons de l'échec vaccinal, donc je ne veux pas parler des problèmes d'utilisation ou des problèmes liés au vaccin, mais surtout parler sur les problèmes liés à l'autre et je veux me baser sur la génétique de l'autre et aussi les problèmes liés à l'agent, les infections par les mutants. Alors, les études de prédisposition ou de résistance aux infections. Donc, avant de passer à la réponse vaccinale, permettez-moi de vous montrer quelques slides sur la différence de l'attitude des gens qui sont en contact avec l'agent pathogène. Est-ce que devant un agent pathogène, qui reste susceptible à l'infection, qui résiste aux maladies infectieuses? Donc c'est vrai que nous savons que les infections sont caractérisées par la variabilité des manifestations cliniques. Durant une épidémie, il y a des gens qui ont une maladie, qui passent la maladie asymptomatique. Il y en a d'autres qui sont des cas très graves. Les facteurs environnementaux, la dose de l'agent pathogène, la virulence de l'agent pathogène jouent un rôle dans ce phénomène, mais aussi la constitution génétique de l'hôte joue un rôle clé dans l'apparition, la progression et la terminaison de l'infection. En particulier, le polymorphisme ou des mutations alléliques très spécifiques prédisposent le sujet aux maladies. Donc, juste une définition, un petit rappel, ce qu'on appelle le polymorphisme nucléotidique d'un seul nucléotide, ou en anglais c'est Single Nucleotide Polymorphism, ou SMP, c'est la variation d'une seule paire de bases de génome entre individus d'une même espèce. Et nous savons que ces variations sont très importantes
pour le développement de la maladie, une différence de sensibilité à des maladies où les réponses individuelles au vaccin. Donc, cet polymorphisme, cette mutation, ce changement peut arriver dans n'importe quelle partie du génome et ça peut donner des résultats assez graves, assez importants. Alors, concernant les maladies, en parlant des maladies, donc, je vais vous donner deux exemples. Donc, le premier, c'est les récepteurs. S'il y a un problème dans l'exposition, l'expression des récepteurs, donc, ça joue un rôle important dans le développement de la maladie. Nous savons tous que l'interaction d'un virus, par exemple, avec ses récepteurs cellulaires, c'est le premier pas pour le développement d'une infection. Et les individus porteurs des mutations dans les récepteurs spécifiques, dans les portes d'entrée du virus, sont naturellement résistants à l'infection. Nous savons ce concept dans l'exemple de VIH. Nous savons tous que le VIH, le virus, il utilise deux récepteurs. Le premier, c'est le classique, le CD4, et le deuxième, c'est le corécepteur, qui est un récepteur de chemokine. Alors, quand il y a une mutation dans l'un de ces deux récepteurs, la personne qui contacte le virus, il ne sera pas infecté, parce qu'il n'y a pas le récepteur convenable pour que le virus infecte la cellule. Et on a détecté, on a montré ça dans l'exemple d'une petite communauté en Afrique, montrant que les gens qui ont contacté plusieurs fois dans leur vie, dans la vie réelle, avec le VIH, ils ne sont pas infectés. Alors, on a analysé leurs cellules, on a vu qu'il y a une mutation, une délétion de 32 aminoacides qui fait une déformation du récepteur. Alors, du moment que vous avez cette déformation dans vos récepteurs, vous serez plus infecté avec le VIH. Le deuxième exemple, c'est les mutations au niveau des molécules CMH. Nous savons tous très bien que ces molécules, ils jouent un rôle important dans la présentation d'antigènes, aussi bien pour les cellules CT4 ou bien CT8. Alors, on a montré en Gambie, et cela, cette fois-ci, pour l'exemple, c'est le virus de l'hépatite B. Donc, en Gambie, chez les enfants et les adultes, on a essayé de voir ce qui se passe chez les enfants qui sont guéris et chez les enfants qui ont développé une infection chronique, une infection persistante. Et on a montré que certains allèles de CMH2 est associé à une protection contre l'infection persistante. Donc, du moment que vous avez un type de cette molécule-là, vous devenez résistant à l'infection persistante. Alors, donc, c'était deux exemples concernant le développement de la maladie. Quand on va étudier le cas des vaccins, alors nous savons tous les gènes de réponse immunitaire identifiés comme essentiels à la réponse vaccinale sont assez nombreux. Donc, on peut dire que les gènes associés à des réponses immunitaires innées, ou bien le polymorphisme au niveau des autres récepteurs spécifiques ou le toll-like récepteur, les gènes de molécules de signalisation, des récepteurs de cytokine et des récepteurs de cytokine, et les gènes de CMH, quand il y a une différenciation, une mutation dans ces gènes-là, alors la réponse vaccinale n'est pas au niveau que nous attendions. Exemple, je vais prendre l'exemple de la rougeole, le vaccin de la rougeole, parce que nous savons tous, depuis un certain temps, il y a une élévation des cas de la rougeole, et parmi ces cas, dans n'importe quel pays, parmi ces cas de rougeole, il y a les enfants qui sont vaccinés avec une dose ou même avec 2 doses. Donc, juste un exemple des nombres, des chiffres des États-Unis et des pays européens, il y a plusieurs milliers de cas de rougeole, et dans ces cas-là, nous savons à peu près 30% des enfants qui développent un rougeole avaient été vaccinés avec le vaccin, au moins une dose de rougeole. Voici une revue qui a été publiée dans Lancet Infection Disease, Lancet Global Health au début de 2019, montrant et étudiant le cas de plus de 600 000 cas de rougeole. Et parmi ces 600 cas, juste en dessous des barres, vous voyez avec bleu clair, ce sont les enfants qui ont développé la rougeole, mais qui ont vacciné avec une dose de vaccin contre la rougeole. Et je vais vous montrer aussi un diapositive, ce qui se passe dans mon pays, en Turquie. Donc, en 2012-2013, il y avait plus de 7000 cas de rougeole. Et parmi ces cas, donc la distribution d'âge,
il y a 2% des cas qui sont vaccinés avec 2 doses de vaccin rougeole et plus de 15% des cas vaccinés avec 1 dose de la rougeole. Alors, la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enfants qui sont vaccinés avec 1 ou 2 doses ne répondent pas, ne sont pas protégés vis-à-vis de ce virus? Alors, nous savons, comme dans le cas des maladies infectieuses, dans le cas de la réponse vaccinale aussi, il y a une différence de la réponse immunitaire. Et quand on voit la réplication du virus, d'une infection naturelle ou bien du vaccin, dans certaines étapes de la réplication, quand il y a des mutations, on va voir que la réponse immunitaire ne marcherait pas. Commençant par les récepteurs spécifiques de ce virus, puis les toll-like récepteurs, les molécules CMH et aussi les cytokines. Donc, dans ces 4 parties, on a démontré qu'il y a quand il y a une mutation, la réponse immunitaire diminue dans le cas de la rougeole. Voici le premier cas, c'est le récepteur de la surface qui joue un rôle important que j'ai essayé de montrer l'exemple dans une infection réelle avec le modèle de VIH. Et c'est la même chose pour la rougeole, les polymorphismes dans les gènes de récepteurs, parce que nous savons tous que pour la rougeole, il y a 2 récepteurs décrits jusqu'aujourd'hui, le CD46 et le SLAM. Alors, s'il y a des mutations à ce niveau-là, dans ce cas-là, nous savons que l'enfant vacciné ne répond pas à ce vaccin. Donc, il existe une association entre le polymorphisme et les gènes de SLAM. Et voici l'exemple d'une étude, donc l'attachement du virus de la rougeole avec son protéine H qui s'attache à la cellule cible par les récepteurs spécifiques. Et quand il y a une mutation, comme on voit dans cette étude, dans cet exemple, c'est le changement d'aminoacide de tréonine en proline en position 333. Et on voit que la liaison à l'hémagglutinine antirougeolose a une diminution de à peu près 70% dans le taux d'anticorps. Le deuxième exemple, c'est le deuxième groupe de récepteurs pour un virus, c'est les récepteurs du type Toll, les Toll-like récepteurs. Nous savons tous l'importance de ce groupe de récepteurs et nous savons que lors de la stimulation, ces récepteurs déclenchent une cascade de molécules de signalisation adaptrices et intracellulaires qui déclenchent une immunité innée adaptive. Alors, quand il y a une mutation à ce niveau-là, nous savons qu'il y a des variations de la réponse immunitaire. Voici un exemple d'une étude qui a été réalisée. Et cette étude, donc, il a cherché les mutations au niveau des toll-like récepteurs 3 et 4. C'est quand il y a des mutations à ce niveau-là, il y a une faible réponse ou bien une réponse au taux élevé des anticorps de la réponse humorale. Donc, ces mutations jouent un rôle pour la réponse des enfants vaccinés. Le troisième sujet, c'est s'il y a des mutations au niveau des molécules CMH, qu'est-ce qui se passe? Nous savons tous l'importance de ces molécules, le CMH1 et 2, qui servent et que la réponse immunitaire a besoin pour une bonne réponse. Et nous savons aussi que les polymorphismes à ce niveau peuvent expliquer aussi la variabilité individuelle dans le système immunitaire. Alors voici un schéma. Donc quand il y a une parfaite harmonie de ces molécules avec l'antigène, tout marche bien. Quand il y a une mutation au niveau de la cellule, qu'on voyait ici, donc l'antigène ne peut plus pénétrer dans le trou de la molécule CMH, il n'y aura pas une réponse forte. Et quand il y a une mutation de l'antigène aussi, c'est la même chose. Donc cet antigène qui a été déformé, qui a été muté, ne peut plus être placé dans ce trou de l'antigène, et ce qui donne une réponse négative au vaccin due aux mutations de la molécule CMH. Et voici la dernière marche de ce groupe de mutations, les cytokines et les récepteurs de cytokines. Donc, vous connaissez tous très bien le monde du cytokine. Ce sont les petites molécules avec qui les cellules immunitaires parlent entre eux. Et les polymorphismes qui modifient le niveau des cytokines ou bien l'activité des cytokines influencent normalement, naturellement, la réponse immunitaire. Alors, on a étudié
ce polymorphisme au niveau des cytokines, spécifiquement pour interleukin 4 et 12, et on a montré que dans certains cas, donc ces deux groupes d'interleukines qui sont très importants dans le déclenchement de la réponse immunitaire à la rougeole et dans l'inhibition de l'expression CMH, la production des cytokines pro-inflammatoires, telle que la liste des cytokines que vous voyez en bas du slide. Donc, du moment qu'il y a des mutations au niveau des cytokines ou bien de leur récepteur, il y aura un changement dans la réponse vaccinale. Donc, pour résumer tout ce système de polymorphisme et de mutations, nous pouvons dire qu'après le premier ou le deuxième vaccination contre la rougeole, le niveau de la réponse, ou bien il ne répond pas, ou bien répond avec un taux d'anticorps très modéré, ou bien, ce que nous attendions, d'une façon très forte, niveau d'anticorps très élevé, ceci dû aux différents facteurs environnementaux démographiques, mais aussi, il ne faut pas oublier, les facteurs génétiques. Et pour terminer la présentation, je vais donner juste un petit exemple concernant les polymorphismes, les mutations, pas celui de l'autre, mais celui de l'agent pathogène. Et cette fois-ci, je vais donner comme exemple le virus de l'hépatite B. Nous savons les 4 gènes du virus de l'hépatite B. Et parmi ces 4 gènes, il y a des mutations. Et quand il y a des mutations, il y a non-réponse au vaccin ou bien résistance aux antiviraux. Et nous allons insister, concentrer sur le gène S qui est responsable de la production de l'antigène de surface. Donc, l'antigène de surface, il possède un déterminant commun, A, qu'on appelle, qui est responsable de la réponse immunitaire, parce que sur cet antigène, sur cette partie, sur ce déterminant, c'est le principal cible des anticorps produits avec le vaccin. Si le virus a une mutation donc, de guanosine à l'adénosine, donc il y a un changement dans cet antigène-là, et les anticorps neutralisants induits par la vaccination ne peuvent plus reconnaître et neutraliser l'épitope muté. Donc, c'est un slide qui résume tout ce qui se passe dans le cas de l'hépatite B. Ce sont des anticorps qui sont produits chez un enfant qui était vacciné avec le vaccin hépatite B. Et ça, c'est un vaccin sauvage, c'est une souche d'hépatite B, c'est un virus sauvage. Donc, quand ils se rencontrent, il y a évidemment la neutralisation avec l'antigène et l'anticorps. Mais par contre, si le virus qui est en jeu, si c'est un virus mutant, cet anticorps qui a été produit avec le vaccin ne sera plus neutralisé l'antigène mutant. Donc, pour tout ce qui se passe avec les mutations dans les gènes, les polymorphismes de l'hôte ou bien du virus, il est assez nécessaire de centrer les futures recherches sur certains points. Le premier, c'est la faible réactivité ou bien la non-réactivité. Est-ce que c'est un phénomène chez un enfant général ou bien spécifique à un antigène? La réponse est simple. Si ça concerne, par exemple, dans le cas de la rougeole, que les récepteurs spécifiques de la rougeole, l'enfant ne répondrait pas au vaccin contre la rougeole. Mais si ça concerne, par exemple, les molécules de CMH, donc il ne peut pas répondre à n'importe quel vaccin. Deuxièmement, comment il influence les réponses immunitaires humorales et cellulaires. Ça dépend d'où va réaliser la mutation. Quelles sont les caractéristiques et les mécanismes d'une activité modifiée du vaccin chez des groupes à risque, par exemple chez les enfants allergiques, obèses ou bien chez les personnes âgées, et quelles sont les conséquences de ce phénomène sur les calendriers vaccinaux, la recommandation et la conception des vaccins. Donc, tout ça à discuter dans le cadre de la science et cela dans l'avenir. Donc, pour terminer, je peux dire que les polymorphismes de gènes de réponse immunitaire sont assez importants pour la non-réponse à la vaccination. Les domaines, des nouveaux domaines de vaccinologie comme vaccinomique ou bien adhérosomique et dernièrement la vaccinologie personnalisée peuvent trouver une réponse à ces problèmes-là. Comment? Par exemple, en trouvant des vaccins qui permettent au virus vaccinal de se lier aux récepteurs même qui ont eu une mutation, donc dans les domaines des récepteurs qui n'ont pas muté,
va couvrir toutes sortes de récepteurs qui ont une mutation ou non, et aussi utiliser des nouveaux adjuvants qui vont résoudre ce problème et qui vont produire des vaccins qui vont nous servir pour la production du vaccin qui n'influencent pas, qui ne seront pas influencés par les mutations de l'hôte et aussi de l'homme. Donc, c'était ma dernière slide, et avec une vue du Bosphore d'Istanbul, je vous remercie pour vos attentions.